vous. Nous savons que la situation est toujours compliquée pour beaucoup d'entre vous et notre rendez-vous d'aujourd'hui va permettre de prendre le temps d'aborder tous les sujets, de vous tenir informés de toutes les actions de la Team France dans le contexte actuel. Monsieur l'ambassadeur, un grand merci pour votre présence. Dans ce moment en particulier, vous tenez à faire des réunions régulières et rapprochées avec la communauté et nous vous en remercions. Vous représentez comme d'habitude l'ensemble de la Team France, c'est-à-dire l'équipe composée de toutes les institutions et de toutes les associations qui animent et soutiennent cette communauté dans un esprit d'équipe et de cohésion qui, je crois, est reconnu par tous aujourd'hui. Je le disais, la situation actuelle est toujours difficile pour certains. Il y en a même certains parmi vous qui sont confinés maintenant depuis plus de 70 jours. Comme la dernière fois que nous sommes parlé, le manque de visibilité pèse toujours. Il pèse sur les familles, il pèse sur les entreprises. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les entreprises, nous en avons parlé longuement la semaine dernière dans le webinaire du Point Éco de la Team France qui avait lieu vendredi dernier. Et puis donc aujourd'hui, vous nous avez posé beaucoup de questions sur les sujets brûlants du moment, la mobilité, les examens scolaires, les visas, la vaccination, et puis, comme la dernière fois, plus généralement sur la lecture globale de la situation, en nous demandant quelles sont les dernières estimations sur l'amélioration des restrictions actuelles. Donc, comme il en est maintenant l'usage, vous avez l'habitude, monsieur l'ambassadeur va traiter de tous ces sujets de la manière la plus complète. Et puis, comme toujours, vous le savez aussi, il n'est pas trop tard pour poser d'autres questions en utilisant dès maintenant la messagerie de ce webinaire. Et puis, nous traiterons ces questions à la fin de l'intervention de monsieur l'ambassadeur. Voilà, donc merci à tous de nous avoir rejoints. Et puis, sans plus attendre, monsieur l'ambassadeur, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Merci à nouveau à la Chambre de commerce de nous aider à organiser ce troisième webinaire. Le premier constat, c'est évidemment que notre communauté vit des moments difficiles dans le cadre de la stratégie anti-Covid. Alors, le stress monte à Pékin, mais c'est d'abord vrai à Shanghai, bien sûr. Et à nouveau, je voudrais exprimer toute ma sympathie et mon admiration à notre communauté pour la solidarité et l'unité dont elle fait preuve dans cette crise. Avec nos consuls généraux à Shanghai et à Pékin, nous avons eu une réunion avec les chefs d'îlots la semaine dernière, en plus de la réunion donc dédiée aux questions économiques. Et je tiens à les remercier à nouveau très sincèrement pour leur mobilisation aux côtés des consulats généraux et des associations. La crise est longue, donc je comprends évidemment la lassitude et voire la colère et l'incompréhension devant les règles qui touchent notre communauté, qui freinent sa mobilité, qui affectent la vie de chacun. J'espère qu'à Shanghai, on voit le bout. Peut-être un peu moins sûr à Pékin, on va y revenir. Je dois aussi rappeler que, quoi que nous pensions à titre individuel de la mise en œuvre de cette politique zéro Covid, nous sommes sur le territoire chinois et que comme en France, c'est la loi nationale qui s'applique. Et donc, nous avons une prise limitée sur un certain nombre d'éléments, et ce qui rend évidemment la traversée de cette séquence particulièrement pénible. Néanmoins, je crois qu'il faut être conscient qu'avec quand même des équipes qui sont relativement petites, comme au consulat général à Shanghai, on fait le maximum pour vous aider, et souvent avec succès. Et c'est un travail qui est vraiment un travail coordonné avec le niveau des chefs d'îlot, avec le niveau du consulat général, le niveau pékinois, mais aussi le niveau parisien. Et donc un hommage particulier à l'équipe du consulat général, puisque cette petite équipe est elle aussi confinée, et néanmoins elle est mobilisée jour et nuit pour venir en aide à notre communauté. Avant de répondre aux questions et un petit peu sur le mode des dernières fois, je vais faire un petit point sur la situation épidémique. La bonne nouvelle, c'est que le nombre de cas est clairement en baisse dans toute la Chine. On est passé de plus de 12 000 cas par jour il y a 2 semaines à moins de 5 000 cas par jour sur la dernière semaine. Et aussi, le nombre de provinces a aussi diminué puisqu'il n'y a plus que la moitié des provinces qui sont concernées. Shanghai a toujours 92% des nouvelles infections. Mais la baisse du nombre de cas est désormais bien engagée avec 1905 cas pour la journée du 10 mai et on s'approche du zéro circulation sociale. Il nous manque encore un jour, 2 jours. Benoît, je te laisserai nous redire ça.
En tout cas, ce zéro circulation sociale est fondamental pour la mise en œuvre de la stratégie de déconfinement. Dans les derniers échanges qu'on a pu avoir disons, à très bon niveau avec les autorités chinoises, l'horizon de la fin du mois de mai a été évoqué par elles comme l'horizon de sortie de crise. Mais on est bien quand même sur une logique de déconfinement plutôt par étapes et par zone. Et donc, c'est un scénario qui est glissant et progressif. Pour répondre à une question aussi, dans les crises précédentes, on a noté que les provinces limitrophes avaient tendance à réagir avec retard au déconfinement. Et donc, il y aura aussi probablement un décalage entre le moment où Shanghai retrouvera une vie normale et le moment où cette réalité sera prise en compte par les provinces voisines. Un mot sur Pékin. Alors, Pékin, on est à 900 cas positifs depuis le rebond épidémique du 22 avril, avec un nombre de zones à risque qui est en augmentation et des tests PCR qui se multiplient. On est quasiment sur une base journalière désormais. La brutalité de ces mesures, d'une certaine façon, porte ses fruits, puisque le nombre de cas déclarés hors zone dite sous contrôle est resté limité à environ 5 depuis 2 semaines, avec 0 cas déclarés en circulation sociale le 11 mai. Donc, avant que nous apprenions le décalage dans le temps de la réunion du CDC de Pékin ce jour, le constat était plutôt optimiste, c'est-à-dire qu'on était loin d'une perspective de confinement généralisé comme à Shanghai, ou devrais-je dire désormais, ou d'un confinement généralisé de longue durée, puisque la rumeur du moment est qu'on pourrait quand même en prendre quelques jours. Donc à voir si ça se confirme avec cette conférence de presse. Donc ce n'est qu'une rumeur, j'insiste. Sur les données dont nous disposons, ça ne se justifie absolument pas, mais peut-être que le CDC a des informations que nous n'avons pas à ce stade. Donc en tout cas, le risque normal, si on n'a pas de mauvaises nouvelles particulières aujourd'hui, c'est que plutôt celui d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Donc typiquement, mon voisin à ma gauche qui est passé dans une supérette où il y a eu un cas positif, s'est pris une petite quarantaine à la maison. Personne ne l'a remarqué parce qu'on est tous passés en télétravail. Mais c'était quand même pas de chance et ça aurait pu être fâcheux. Et par ailleurs, nous avons aussi un camarade qui là n'est pas autour de la table, qui habite le mauvais immeuble et qui est désormais depuis 3 semaines en confinement à domicile puisqu'il y a eu un cas dans son immeuble. Donc ça, c'est vraiment le scénario central puisqu'on est quand même sur des chiffres qui sont très 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 loin de ceux qu'a connu Shanghai. Et il n'y a pas eu, sauf information que nous n'aurons pas, de décollage des cas comme on a pu le voir à Shanghai. On est sur quelque chose qui reste dans une marge très limitée et très contenue. Dans les nouvelles paradoxales dans ce contexte-là, la durée de quarantaine au retour de France à Tianjin est passée à 14 jours. Ça m'a été confirmé à notre consul général Pascal Riguigny cet après-midi, et avec potentiellement une semaine supplémentaire en fonction des décisions des comités de quartier. On a vu aussi sur Pékin un débat sur la possibilité de maintenir les cas symptomatiques à domicile, notamment du fait du taux de vaccination. C'est des choses qu'on est en train de vérifier, qui demandent à être encore clarifiées. Il y a des questions dans ces contextes-là, le choix de partir. Donc il n'y a pas de recommandation de l'ambassade, c'est d'abord un choix individuel qui bien évidemment dépend de la situation et des contraintes de chacun. En théorie, donc la perspective d'un confinement de longue durée à la shanghaïenne est plutôt éloignée. Et par ailleurs, à Shanghai, mais Benoît pourrait y revenir, même pendant le confinement, sauf cas déclarés dans le même immeuble, on a réussi à permettre aux personnes qui avaient des billets pour rentrer en France d'aller à l'aéroport et d'avoir toutes les autorisations nécessaires pour partir. Sur Pékin, toujours, donc normalement, à l'issue de la réunion que nous avons fait la semaine dernière, tout le monde a dû recevoir un email
rappelant qui était le chef d'îlot, et quels étaient les codes WeChat pour participer au groupe et les numéros d'urgence. Si ceux qui ne les auraient pas eus, je vous invite à vous signaler au consulat, puisque ça voudrait dire que vous êtes un trou dans la raquette, si j'ose dire, et donc on a besoin de savoir où vous êtes pour pouvoir vous prendre en compte. À Shanghai, il y a eu un dispositif de soutien psychologique qui a été mis en place. Donc à Pékin, on n'a pas de demande très très forte, mais toutes les personnes qui pourraient être intéressées sont aussi invitées à se rapprocher du consulat. Donc à ce moment-là, le consulat organise la mise en contact avec un dispositif de soutien. Donc, comme vous l'avez indiqué, beaucoup de questions portent sur la stratégie zéro Covid et sa soutenabilité. Le premier constat, c'est que la stratégie est inchangée. Elle a été rappelée le 5 mai par le bureau politique du Parti communiste chinois et ça s'est traduit d'ailleurs tout de suite à Shanghai, ou dans les 2 jours qui ont suivi, par plutôt un durcissement. Et vous aurez aussi noté que les déclarations du directeur général de l'OMS sur le caractère non soutenable de la politique zéro Covid en Chine ont été largement censurées. Je note néanmoins que ça a un certain succès. Alors là, ça doit être trop petit, mais donc c'est Global Times de ce jour, où vous avez un titre sur Zero Covid evolves, buys time for government to prepare for exit, mais aussi en l'intérieur, je vais peut-être le faire en français, ça vous épargnera mon accent trop Oxbridge. La réouverture trop rapide à l'occidental n'est pas la seule façon de sortir de la pandémie. Donc on voit que le débat devient assez public et d'ailleurs globalement la communication publique que nous avons notée jusqu'à ces articles était plutôt dans une défense et illustration de la politique zéro Covid et ses succès. Tout ça pour dire donc que l'horizon d'un changement de cap est certes à l'horizon, mais pas un horizon qui se compte en semaines, probablement plutôt en mois. Certainement toujours cet objectif de la fin de l'année avec le Congrès, et puis le temps de latence, donc je dirais pour moi, c'est plutôt un minimum de 6 mois. Je l'ai déjà évoqué lors de précédentes réunions, mais au-delà des considérations politiques intérieures, il y a toujours cette préoccupation sur le taux de vaccination et sur le nombre de lits disponibles. Et donc, notamment ce taux de vaccination, le taux de vaccination des personnes âgées en particulier, voire une politique volontaire, voire autoritaire de vaccination des personnes âgées est probablement la condition nécessaire pour pouvoir passer à une politique différente. Et donc, c'est un des éléments qu'il faut suivre. En tout cas, le DG de l'OMS a relancé un petit peu, je pense, le débat interne. C'est un débat qui est vif et il est assez clair que, sauf à voir disparaître le virus par miracle, il n'y a pas de doute que cette politique zéro Covid devra être adaptée tôt ou tard. Mais donc, à nouveau, je vous renvoie aux déclarations du directeur général de l'OMS parce qu'il est plus qualifié pour faire un diagnostic sur l'avenir de cette politique. Plus globalement sur l'avenir et la situation en Chine, notamment donc dans ce contexte épidémique, mon pronostic est quand même que les leçons apprises à Shanghai et la force des mesures qui sont prises actuellement à Pékin nous mettent plutôt à l'abri de nouveaux épisodes de lockdown généralisé de grande ampleur et de longue durée, mais que par contre nous restons, donc, tant que cette politique est mise en œuvre, tant que la vaccination n'est pas mise en œuvre de manière massive, nous restons exposés à des mesures localisées, donc comme celles qui touchent Pékin actuellement, qui ont frappé aussi Shenzhen il y a quelques semaines. Il y a des questions sur les finalités de cette politique. Mon sentiment, c'est qu'il n'y a pas d'autre finalité, en tout cas vis-à-vis de l'extérieur, que sanitaire. Il n'y a pas un agenda caché pour se débarrasser des entreprises ou de l'influence étrangère. Mais il est clair aussi que les circonstances spécifiques internes chinoises, et notamment les enjeux de politique intérieure, font que les externalités négatives de cette politique, c'est-à-dire le rapport coût-avantage de cette politique,
sont plus supportables dans la Chine de 2022 qu'en d'autres temps ou en d'autres cieux. Question qui était liée sur la connectivité aérienne. Je crois qu'il faut être bien conscient que les deux sont liés. Donc, la connectivité aérienne est liée à la politique zéro Covid. Et donc, cette connectivité qui est aujourd'hui d'à peu près 2% de celle qui était celle que nous connaissions en 2019 va durablement rester très faible tant que cette politique est en œuvre. Et on constate, et encore ces jours-ci, que dès qu'il y a un pic, les mesures d'annulation de vol tombent sous des prétextes divers, généralement celui d'avoir amené quelques cas positifs qui ne sont pas toujours confirmés par ailleurs, mais les vols, eux, sont bien annulés, quelle que soit la réalité des cas qui ont été réellement transportés. Donc, dans ce contexte qui est riant, mais à nouveau, je voudrais quand même rappeler que, parce que je sens que j'ai peut-être douché un petit peu l'enthousiasme, que le nombre de cas est quand même très orienté à la baisse, donc nous sommes sur la bonne direction. Que peut faire l'ambassade et les consulats? Donc nous avons poursuivi notre action à triple niveau, celui de la diffusion de l'information à l'ensemble de la communauté et du dialogue avec les chefs d'îlot, les représentants, les associations. Notre consulat général est à 15 points de situation depuis le 16 mars. Le dernier a été envoyé hier. Il y a eu un certain nombre aussi d'informations qui ont été envoyées ces derniers jours à Pékin. J'y faisais allusion sur les îlots, les groupes WeChat, etc. Et nous allons évidemment, en fonction de la situation, et surtout si elle devient plus générale que très pointilliste, augmenter le nombre de ces communications. Le deuxième niveau, c'est celui du plaidoyer. Donc, un travail un peu incessant, pas toujours visible, que nous faisons au niveau du consulat, au niveau de Pékin, mais aussi avec nos collègues européens et aussi dans les capitales. Vous aurez probablement noté que les préoccupations de la communauté à Shanghai ont été portées par le président de la République lors de son entretien avec le président Xi le 10 mai. Et dans les prochains jours, nous avons aussi des messages coordonnés qui vont être passés par les 27 auprès des ambassades de Chine dans toute l'Union européenne. Et enfin, nous avons aussi, et pour rentrer peut-être un peu plus dans le détail sur certains problèmes que nous rencontrons, notamment sur le fonctionnement du consulat général et l'accès au bureau du consulat général, la perspective d'un entretien entre les ministres des Affaires étrangères, probablement plutôt la semaine prochaine désormais. À la suite de ces efforts constants, on a quand même noté des résultats qui d'ailleurs profitent aussi aux ressortissants chinois, puisque la question de la non-séparation des parents et des enfants est désormais largement sous contrôle, même si nous restons vigilants. On a toujours le problème de l'isolement centralisé des cas symptomatiques, même si donc petit débat qui commence. Sur les 173 Français qui ont été testés positifs, 141 sont déjà revenus négatifs. Et heureux hasard de calendrier, à la veille de l'appel entre le président Xi et le président Macron, les cas d'hébergement les plus problématiques que nous avions ont été tous réglés, à l'exception d'une personne que nous continuons à suivre. Je laisserai Benoît donc intervenir aussi sur le troisième volet, celui des interventions individuelles et au plus près. Mais en réponse à une question, je rappelle que tous les ressortissants français qui ont été testés positifs ont fait l'objet d'un suivi individuel, pour autant évidemment qu'ils soient fait connaître au consulat. À Pékin, sur notre activité, la question connectivité a toujours été très, très importante compte tenu des acteurs en place. Les conditions d'accès et d'opération des vols au départ de Shanghai restent difficiles du fait des carences en disponibilité des personnels au sol de China Eastern, donc qui fait le service pour les différentes compagnies, ce qui a des conséquences notamment sur la durée de l'enregistrement. Mais donc les efforts là ont payé, puisque depuis les 2 dernières semaines, nous avons eu tous les vols hebdomadaires d'Air France au départ de PVG, et le Air France a l'intention de maintenir, et a priori là on a une bonne prévisibilité, les vols pour les semaines à venir.
Et nos efforts ont aussi bénéficié aux autres compagnies. Donc, on a un nombre de vols assez raisonnable désormais à partir de PVG. Le vol de China Eastern aussi entre Shanghai et Paris a également été opéré au cours des 2 dernières semaines, mais avec des jauges plus faibles de l'ordre de 90 à 100 pax en moyenne. Enfin, et donc sous le contrôle de notre président, je crois comme il y a eu une question aussi sur le charter, il y a toujours des places dans le charter et l'adresse mail pour les inscriptions est charter@ccifc.org. J'imagine que vous allez revenir sur ce beau sujet. Il y avait beaucoup de questions sur la connectivité, donc j'ai essayé de les regrouper. La première, c'est donc les vols au départ de Shanghai aujourd'hui ne sont pas saturés et donc dans ces conditions, il n'y a pas de perspective de vol d'évacuation. Question sur les possibilités de sortir dans les pays limitrophes qui n'ont pas de quarantaine et d'observer depuis la Thaïlande ou d'autres pays accueillant la situation. Donc, c'est évidemment possible. Il y a 2 sujets. Il y a la question de l'entrée dans le pays d'accueil, donc bien vérifier qu'on remplit toutes les cases, et celui du retour en Chine. Et sur ce point-là, il faut être très bien observer le nombre de jours minimum qu'on doit passer dans le pays. C'est parfois plutôt 1 mois pour être éligible à un visa, pour être éligible à un code vert pour pouvoir revenir en Chine, puisqu'il faut refaire évidemment toutes les procédures pour rentrer en Chine. Pour les conditions d'un retour temporaire en France, il n'y a pas de restrictions particulières, donc pour nous c'est un non-sujet. Et pour prendre l'avion à Pékin et à l'arrivée à Paris, donc c'est le passeport et en principe une attestation sur laquelle on doit cocher la case ressortissant français ou conjoint de français, et un engagement sur l'honneur. J'ai constaté qu'on ne l'a jamais demandé à l'aéroport, mais en tout cas, on est censé l'avoir sur soi et l'avoir signé. Les conjoints et conjointes chinois peuvent quitter la France puisque le fait d'être conjoint peuvent rentrer en France puisque le fait d'être conjoint est assimilé à un motif impérieux. Par contre, c'est vrai qu'on a observé pour les ressortissants chinois un certain durcissement des conditions de contrôle par les services d'immigration chinois. Et il y a là aussi des informations qui circulent sur Internet qu'on n'a pas encore eu le temps de vérifier sur de nouveaux durcissements pour les départs de Chine. Sur la mobilité étudiante dans le sens France-Chine, on a vu quelques petits déblocages, mais c'est des nombres qui sont encore très limités, et notamment aussi du fait que, compte tenu de ce contexte et des risques dans le cadre de la politique zéro Covid, de la frilosité des établissements universitaires à recevoir des étudiants étrangers. Et donc, je ne suis pas très optimiste pour un retour à la normale avant la rentrée 2023. Sur la question de l'entrée en France des animaux de compagnie, sur laquelle nous avions échangé la dernière fois, donc, grâce à l'action de Jean-Marc et de ses équipes, ABMUS une solution qui est que la fourniture d'un dosage des anticorps anti-rabiques, qui ne sont donc pas possibles à réaliser en ce moment, ne seront pas demandés. Il faut par contre que l'animal de compagnie ait bien été identifié avec puce et tatouage et qu'il ait ses vaccins en règle, le vaccin contre la rage, et que le propriétaire s'engage à faire examiner cet animal à son retour en France. Après, il y a aussi la question des compagnies qui acceptent les animaux ou pas, et donc là, c'est des choses à vérifier avec les compagnies aériennes. Sur l'impact sur la communauté française de la situation, je n'ai pas de choses particulièrement nouvelles à dire. J'ai déjà indiqué que notre communauté a perdu 40% de ses effectifs en 10 ans et qu'il y aura certainement un impact. Je veux dire que néanmoins, nous avons besoin de la communauté française en Chine, et je reviendrai un petit peu à la fin sur cette dimension. Il y a eu beaucoup de questions aussi sur les vaccins, alors un peu plus ouvertes que la dernière fois. La première sur la question des candidats vaccins en cours en Chine. Donc on a schématiquement 2 types de vaccins qui sont en cours de développement, des vaccins à virus inactivé spécialisés Omicron et des vaccins ARN messagers.
Sur les premiers, on peut penser qu'ils vont être disponibles assez rapidement puisque c'est des technologies qui sont bien connues. Sur les autres, on n'a pas de calendrier et c'est plus aléatoire. Et donc, il n'y a aucune certitude sur la disponibilité d'un vaccin ARN messager en Chine dans les prochains mois. Fosun continue son œuvre pour pouvoir importer et voire produire des vaccins en Chine, mais je n'ai pas noté de fumée blanche. Que faut-il penser de l'efficacité des vaccins chinois? Donc la réponse la plus pragmatique, c'est de dire que la combinaison des vaccins chinois et d'un vaccin ARN messager en France est considérée comme un schéma vaccinal complet. Et donc ça nous donne une partie de la réponse. Où se faire vacciner Pfizer de notre arrivée en France? Donc, j'ai personnellement pris rendez-vous sur Doctolib. C'est le meilleur moyen. On peut le faire, prendre rendez-vous très longtemps à l'avance et c'est très opérationnel. Si on est vacciné et qu'on se contamine au Covid-19 en France du réalité, est-ce qu'on peut prendre le charter? Je rappelle que quand on a été contaminé, la recommandation, c'est d'attendre plusieurs semaines, plusieurs tests négatifs avant de prendre le risque de revenir pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Je rappelle que quelqu'un qui n'avait pas été positif en France, mais qui s'est trouvé positif à l'arrivée en Chine, vient de passer 70 jours dans différents statuts avant de pouvoir retrouver son domicile. J'ai répondu déjà plusieurs fois à la question de la vaccination des diplomates, donc j'hésite un peu à le refaire en version longue et même en version courte. Mais bon, comme je ne veux pas frustrer ceux qui n'auraient pas eu les 2 premiers épisodes, je vais quand même essayer de le refaire, mais peut-être là pour la dernière fois, qui est de rappeler donc les choses de manière simple. La Chine n'autorise pas l'introduction de vaccins occidentaux, comme on le voit avec l'échec des tentatives de Fosun, et elle n'a donc pas de raison de laisser des étrangers bénéficier d'un vaccin qu'elle refuserait à ses propres ressortissants, d'autant plus qu'elle ne peut pas s'abriter derrière la réciprocité, puisque nous-mêmes n'acceptons pas la vaccination en France avec des vaccins chinois qui ne sont pas reconnus par l'Agence européenne des médicaments. Donc les personnels de l'ambassade ont bénéficié de l'attitude que nous offre la Convention de Vienne sur les protections diplomatiques et consulaires. On a poussé les choses au maximum en incorporant les employés de l'OTA à travers les établissements publics. C'était le maximum qu'on puisse faire sans mettre en cause l'ensemble de l'opération. Et je rappelle qu'à l'exception, je crois, d'un pays qui a pu vacciner une dizaine de personnes, c'est la réalité qui s'impose à tous. Et si on pouvait faire une campagne de vaccination, elle aurait déjà été faite depuis longtemps. Sur les élections, donc maintenant nous avons les élections législatives devant nous. La bonne nouvelle, c'est que les élections législatives permettent un vote en ligne. Alors pour des raisons réglementaires, il faut quand même qu'il y ait aussi au minimum un bureau d'ouvert. Donc ça ne peut pas être que tout en ligne, mais donc on est confiant sur notre capacité à ouvrir un bureau, quelles que soient les circonstances, à Pékin ou à Shanghai. Et par contre, on n'a pas de certitude sur le fait que, enfin en tout cas au jour d'aujourd'hui, pour le premier tour, il y aura une circulation complète de nos ressortissants. Et donc cette hypothèse d'un vote en ligne doit être regardée comme une option très sérieuse. Et donc pour recevoir les identifiants, ce qui est très important, c'est de bien vérifier qu'on n'a pas désactivé la fonction réception des SMS venant de l'étranger, parce que c'est un des bugs les plus connus pour ne pas avoir ses ressortissants le jour J pour pouvoir voter. Donc je vous invite vraiment à vérifier ce point. Le point sur la question de l'éducation et donc du bac et autres examens. Alors, lors du dernier webinaire et face aux inquiétudes qui avaient été relayées par les questions, je vous avais indiqué que le principe du passage au contrôle continu était acquis de manière irréversible pour les épreuves du bac. Dans le contexte de la juxtaposition des phrases, je vois que certains ont compris les propos de manière un peu plus large. Dans mon esprit, c'était bien pour les épreuves du bac et pas sur le passage au contrôle continu pour tous les niveaux. Le reste, les autres niveaux faisant partie des choses qui devaient être encore déclinées et précisées.
Ce résultat, il n'a pas été acquis tout seul. Il y a eu vraiment un effort collectif à différents niveaux, à la fois des parents d'élèves, des élus, des entreprises, de l'ambassade. Et on a donc obtenu l'arbitrage du Premier ministre pendant le week-end de Pâques. Donc, à nouveau, ce n'était pas acquis. Et c'était l'enjeu essentiel car les conséquences étaient les plus importantes sur les inscriptions dans les établissements d'études supérieures en France et en particulier à l'étranger, puisque autant on pouvait préserver les acquis de la plateforme Parcoursup, autant pour ceux qui avaient des projets dans des universités étrangères, c'était une impossibilité évidente de poursuivre ce projet. Donc cette décision sur le bac, elle est déclinée régulièrement par le rectorat. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Au minimum 15 jours avant la tenue de chaque épreuve, le rectorat annonce le passage au contrôle continu. Et si les conditions ne sont pas réunies, pour la tenue des épreuves. On essaye de faire en sorte que ce préavis soit un peu plus important que les 15 jours. Mais sur le bac, il n'y a aucun sujet. S'agissant des autres niveaux, la décision reste toujours à décliner ou non. On continue à relayer les préoccupations des parents, mais le pronostic est plus réservé car un décalage dans le temps des épreuves, par exemple à l'automne, ne porterait pas à conséquence, et c'est en particulier vrai pour le brevet, car le jury des oraux est un jury local, et par ailleurs, l'intérêt de cet examen est surtout finalement d'offrir un galop d'essai grandeur nature aux élèves d'une procédure d'examen plutôt que sur un diplôme qui aujourd'hui a une valeur plutôt relative. Sur les préparations de la rentrée, donc comme les deux rentrées précédentes, l'ambassade et les consulats généraux sont à l'œuvre et apporteront leur concours pour le retour des équipes, et d'ailleurs en liaison aussi avec la Chambre de commerce, notamment à travers l'opération Chartel. À Pékin, il y a peu de départs définitifs enregistrés à ce jour chez les professeurs et le lycée est en train de s'organiser pour faire face aux éventuels retards d'arrivée en poste. À Shanghai, où il y a plus de départs, il y a déjà la relève de la direction est déjà assurée. Et par ailleurs, le lycée dispose d'une cellule de recrutement qui est à l'œuvre et tout nous indique qu'il sera en mesure d'assurer la rentrée dans de bonnes conditions. L'établissement vient par ailleurs de signer une nouvelle convention avec l'AEFE qui reconduit le partenariat avec l'agence jusqu'en 2027, ce qui nous donne de la visibilité pour l'avenir. Il y avait d'autres questions sur le lycée que je laisserai Benoît prendre puisqu'il a été en contact de manière plus étroite, notamment avec la proviseure. Dernière ligne droite sur les questions un peu plus économiques et l'avenir de la communauté. Avec, comme d'habitude, le contrôle de Jean-Marc et de Thibault qui sont à mes côtés. Sur les activités de promotion commerciale. Donc nous sommes toujours dans un calendrier glissant. Donc désormais, on est plutôt sur la fin du mois de juin pour l'annulation et la foire de Hainan est désormais glissée vers le mois d'août. Et les organisateurs nous indiquent qu'ils nous donneront le top avec un minimum 45 jours d'anticipation. Donc ça nous donne un peu une visibilité. Sur l'activité économique, donc je l'avais déjà indiqué la dernière fois, les résultats du premier trimestre cachent une baisse de l'activité en mars et donc évidemment encore plus forte en avril. Dans certains secteurs, la chute est brutale, on est de l'ordre de 40%, le transport routier est très affecté par les mesures anti-Covid, la consommation interne est assez atone et donc on peut anticiper un impact sérieux sur la croissance chinoise du deuxième trimestre. D'autant que les chiffres sur la reprise de l'activité de certaines entreprises, une des questions qui a été posée, semblent un peu optimistes parce que la reprise est rarement une reprise à 100%. On sent par ailleurs une certaine fatigue des équipes qui sont mobilisées en circuit fermé, à proximité ou sur leur lieu de travail. On sent aussi une inquiétude qui monte sur la capacité du marché à incorporer les 11 millions de diplômés qui vont arriver sur le marché à l'été. Et donc, tout porte à croire que pour atteindre l'objectif de 5,5% de croissance, une politique d'investissement public et donc d'endettement devrait être mise en œuvre si cet objectif doit être tenu.
L'autre toile de fond de l'activité économique, c'est la crise en Ukraine et son effet mécanique sur la contraction de la croissance en Europe et dans le monde, les effets inflationnistes que vous connaissez, et par ailleurs le risque réputationnel lié à l'association possible du Made in China avec l'agression russe. Donc j'ai déjà eu l'occasion de le souligner, c'est un risque majeur pour l'image de la Chine sur son plus grand marché au monde. On a assisté ces derniers jours à un léger recentrage de la position chinoise, mais je pense qu'il est un peu trop timide pour être vraiment compris au-delà des initiés, en tout cas pour changer la perception que les décideurs, et notamment les décideurs économiques européens, peuvent avoir de cette politique. Et j'ai eu l'occasion de le dire, c'est déjà très sensible dans les perceptions que peuvent avoir certains de nos voisins de la position chinoise. Si on regarde plus loin, et donc au-delà de ce moment difficile que nous vivons, avec un léger petit effet en arrière, bon, c'est clair qu'il y a un avant et un après. Les 3 dernières années ont vraiment affecté l'enthousiasme qu'avait l'ensemble des acteurs politiques, économiques et culturels sur le marché chinois. Il y a donc un contraste qui est assez net. Et en même temps, et là je crois que c'est un peu aussi notre rôle à ceux qui sont en Chine depuis longtemps, ou en tout cas qui vivent en Chine, c'est aussi d'avoir la lucidité, d'analyser que le temps d'avant a peut-être été un peu trop idéalisé, et qu'autant on a pu idéaliser le temps d'avant, il faut aussi éviter de diaboliser trop le temps d'après. La Chine est un partenaire incontournable. Nous ne pouvons pas affronter les grands défis globaux sans un dialogue avec la Chine. Et depuis l'accord de Paris, la Chine a d'ailleurs été un acteur et un partenaire pour nous, pour la France, pour l'Union européenne, beaucoup plus prévisible et constant que d'autres dans la lutte contre le réchauffement climatique, par exemple. La Chine est aussi un partenaire incontournable sur les questions de développement, sur les questions de traitement de dette ou même sur les crises internationales. Je l'ai mentionné auparavant, nous aurions aimé même qu'elle soit plus proactive en faveur de la paix en Ukraine. C'est une occasion ratée, mais il y a d'autres crises où nous pourrons travailler ensemble. Donc on ne peut pas imaginer de faire l'impasse sur les relations politiques de qualité aussi bonnes que possible avec la Chine, et c'est, je crois, le sens des derniers contacts et des contacts réguliers qu'entretient le président de la République avec son homologue chinois. Ce qui est vrai sur le plan politique l'est vrai aussi sur le plan économique. Je n'imagine pas qu'une entreprise aux ambitions mondiales puisse se dire qu'elle peut faire l'impasse sur le marché mondial, sur le marché chinois. Il faut à tout le moins être en Chine pour le marché chinois, et même si ce n'est pas tous les jours facile, c'est certainement incontournable. Et donc je pense que nous collectivement, donc ceux qui sont les participants à cette vision savent mieux que quiconque l'importance de la Chine pour notre pays, pour ses entreprises, pour son rayonnement culturel et éducatif. Et personnellement, je crois beaucoup à cette nécessité de poursuivre ce dialogue franco-chinois, y compris donc dans le domaine de la culture, de nos programmes pluridisciplinaires. Et c'est pourquoi nous avons fait en sorte, malgré la difficulté, pendant ces 3 dernières années, avec le soutien des entreprises, de nos partenaires, de garder une ambition forte pour les grands festivals culturels comme Croisement ou le mois franco-chinois de l'environnement, pour ne prendre que 2 exemples. Donc même si les temps présents sont compliqués, être en Chine, c'est une mission qui fait sens. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous avons choisi d'y vivre, d'y travailler, et qu'ensemble, nous faisons le maximum pour que l'équipe de France soit une équipe qui gagne. Et donc l'occasion à nouveau pour remercier la Chambre pour toute son action, pour mobiliser la TIC France, et puis tous les autres acteurs, les conseillers du commerce extérieur, évidemment aussi toutes les associations, sans oublier quand même l'équipe de l'ambassade et du consulat, surtout ce Shanghai qui quand même passe des moments pas simples, à qui donc j'exprime toute ma solidarité. Voilà quelques mots pour ouvrir nos échanges et rappeler que nous sommes à vos côtés et que nous essayons de faire le maximum. Et je crois qu'il y avait quelques questions que j'ai laissées lâchement à Benoît, et aussi parce que sur l'action au quotidien, il est mieux placé que quiconque pour dire ce que font ces équipes. Benoît ?
micro. Benoît, ouvre ton micro, Benoît. Pardon. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Et effectivement, si je peux peut-être apporter quelques compléments. D'abord sur la situation à Shanghai et puis ensuite sur l'action du consulat. Benoît, juste comme j'ai été un peu anxiogène, on me dit que la conférence CDC de Pékin se tient pour le moment dans une ambiance normale et apaisée. Donc tout va bien. En tout cas, sur la situation sanitaire, parce qu'il y avait beaucoup de questions sur les perspectives de déconfinement à Shanghai. Comme indiqué par l'ambassadeur, on voit une amélioration nette de la situation qui permet d'espérer que nous approchons enfin du bout du tunnel. Le zéro circulation sociale, qui est le premier objectif des autorités, logiquement devrait être atteint très prochainement puisqu'on n'a plus que quelques cas épars hors confinement. Donc on peut espérer qu'autour du 15 mai, ce qui semble être l'objectif des autorités, on puisse avoir le zéro cas social puisse être déclaré et que effectivement les divers indicateurs pointent vers un déconfinement fin mai, début juin. Toute la question évidemment est de savoir sous quelle modalité et à quel rythme se fera le déconfinement. Bon, ce qui est clair déjà, c'est que le déconfinement se fera selon les 3 zones qui ont été fixées. Je rappelle qu'il y a à peu près 75% de la population de Shanghai qui est dans la zone 3, donc qui est censée déjà être capable de sortir dans la rue. Dans les faits, les sondages que nous avons faits via les chefs d'îlot auprès des Français montrent qu'il y a à peu près 5% des gens qui peuvent sortir aujourd'hui. Donc on est encore très loin de cette réalisation des 3 zones, mais ça sera le format qui sera utilisé. Et donc, ça veut dire que certaines zones resteront confinées et devront patienter, et puis qu'il y aura des reconfinements partiels, mais très stricts, dès qu'il y aura le premier cas positif qui apparaîtra. Ensuite, on sait aussi qu'il y aura des tests PCR quasi quotidiens, en principe toutes les 48 heures, mais on voit que dans beaucoup de villes, c'est imposé en pratique presque toutes les 24 heures, et donc ça deviendra un peu une pratique le matin ou dans la journée de faire un passage dans un des milliers de kiosques qui sont en train d'être positionnés dans toute la ville. Ce qui est probable aussi, c'est que le déconfinement, tout ne se fera pas en même temps. On peut espérer dans un premier temps évidemment une reprise du travail, une réouverture des commerces, dans une certaine mesure des transports collectifs. Dans des conditions qui resteront évidemment à déterminer avec certainement des contrôles et des restrictions. Et il est probable, puisqu'il y avait des questions sur ces sujets, que les déplacements hors de Shanghai sans restriction, ça prendra plus de temps. En tout cas, c'est ce que les expériences passées tendent à montrer, et que la réouverture des écoles vient plutôt en fin de processus qu'en début de processus. Ensuite, il y a eu des questions sur le durcissement de la politique de confinement à Shanghai sur le court terme. Et c'est vrai que paradoxalement, alors qu'on est en amélioration de la situation sanitaire, comme l'a indiqué l'ambassadeur, après la réunion du bureau politique du 5 mai, on voit un durcissement très net depuis quelques jours des mesures prises. Concrètement, ça se traduit par un élargissement du périmètre de prise en compte des cas contacts, puisque désormais sont pris en compte les voisins de palier des personnes positives, ainsi que ceux qui habitent dans les appartements situés directement en dessous et au-dessus de ceux où sont identifiées des personnes positives. Et parfois plus, parce qu'on peut aussi avoir du zèle qui amène parfois jusqu'à vider l'ensemble transférer l'ensemble du bâtiment, par exemple, ou 5 étages au-dessus et en dessous. Un autre élément, c'est que les désinfections de l'intérieur des domiciles de cas positifs sont graduellement systématisées, ce qui a créé beaucoup de réactions à Shanghai. J'y reviendrai. De nombreux quartiers, par ailleurs, pratiquent ce qu'ils appellent des périodes de silence. Alors, il n'y a pas de définition officielle de ce que ça recouvre, mais en pratique, ce sont des périodes de plusieurs jours durant lesquelles les sorties du domicile, les consultations médicales non urgentes et les réceptions de colis et autres livraisons font l'objet de restrictions encore accrues par rapport à la moyenne. Il y avait une question sur la mise en place possible d'un pass sanitaire pour un aller-retour Jiangsu-Shanghai sans quarantaine.
malheureusement, non. Il est toujours impossible de se rendre depuis Shanghai au Jiangsu sans quarantaine, à notre connaissance. En revanche, il y a un assouplissement net sur les déplacements internes à l'intérieur du Jiangsu et sur la possibilité de se déplacer depuis d'autres provinces non touchées comme Shanghai, en tout cas moins touchées que Shanghai, vers le Jiangsu. Il y avait une question sur l'évolution de la communauté française. Alors, il est difficile de faire des projections à ce stade, mais quand même quelques chiffres nous donnent des indications. D'abord, il y avait 7100 Français inscrits au 1er janvier. Paradoxalement, il y en a plus fin avril, 7190. Alors évidemment, ça n'est pas lié à un afflux de nouveaux résidents enthousiastes. C'est lié à un effet statistique qui est lié à la fois au fait que beaucoup de personnes se sont inscrites pour les élections et que la crise amène un certain nombre de ressortissants à s'inscrire pour être pris en compte en cas de problème. Un autre chiffre qui donne un élément de comparaison, c'est que nous avons une baisse de 11% du nombre d'inscrits en 2021, qu'avant même la crise actuelle, on s'attendait déjà à une chute encore plus forte cette année, disons peut-être 15%, et qu'avec le confinement, on assiste à une accélération. Donc, au doigt mouillé, il serait raisonnable de tabler sur une baisse de 20% du nombre d'inscrits et donc du nombre de Français cette année. C'est le cas à Shanghai, mais c'est aussi un problème rencontré dans le reste de la circonscription, puisque les retours que nous avons sur nos communautés, par exemple à Hangzhou ou Ningbo, ville peu touchée par le Covid et par les restrictions, montrent des départs assez massifs. Une question a été posée pour savoir où allaient ces Français. Principalement, on voit des retours en France ou un redéploiement vers l'ASEAN, Singapour évidemment en priorité, mais aussi le Vietnam et la Thaïlande. Le gros des départs n'est pas encore intervenu, puisque ça reste encore très difficile quand même de partir, très complexe. Il devrait intervenir plutôt à partir de juin et se poursuivre pendant tout l'été. À la fois parce que ça sera quand même plus simple une fois qu'on sera dans le déconfinement de procéder au déménagement, à la fermeture du compte bancaire, etc. Et puis aussi à cause du calendrier scolaire. Voilà pour la situation elle-même. Je passe à l'action du consulat. Qui donc se décline sur un certain nombre de problèmes prioritaires. D'abord, les Français positifs, avec la question qui est à nouveau posée, quelle aide un Français peut-il recevoir des autorités françaises s'il est testé positif? Eh bien, comme depuis le début de la crise, nous suivons tous les cas avec une attention particulière pour les familles et les personnes fragiles. C'est un problème qui est, je dirais, maintenant un peu résiduel à Shanghai, puisque nous avons de moins en moins de cas, comme le rappelait l'ambassadeur, à peine une petite trentaine aujourd'hui, et seulement un cas difficile à ce stade. Nous restons quand même extrêmement vigilants, parce que encore ce matin, nous avons eu quand même un nouveau cas positif, donc quand même, il reste des problèmes. Dans les questions, il était question à un moment de l'inaction du gouvernement français pour les personnes transférées. Je crois que c'est tout le contraire. Nos interlocuteurs locaux, d'ailleurs, de la mairie de Shanghai, nous ont plusieurs reprises demandé pourquoi le consulat français était aussi insistant pour s'assurer du non-transfert des familles et des personnes fragiles dans les centres. Donc, je crois que notre action est au contraire assez visible et que nous n'hésitons pas parfois un petit peu être assez assertifs et ça paye, puisque dans la plupart des cas, nos démarches ont permis d'obtenir des conditions correctes d'hébergement pour les personnes transférées et à part quelques cas difficiles. Un point qui suscite beaucoup de préoccupations, c'est la question dont je parlais tout à l'heure des cas contacts en tant que voisins d'un cas positif. Il y a eu plusieurs alertes dans la communauté française, mais tous, à une exception, ont pu se maintenir en démontrant qu'ils étaient négatifs, bien sûr, et qu'ils se pliaient à l'obligation d'enregistrement des autotests, ce qui est très important. Une seule personne a été transférée en hôtel de quarantaine pour 5 jours dans des conditions tout à fait correctes. Donc, je crois qu'il ne faut pas être trop inquiet sur cet aspect. Une question qui était posée en lien avec ça sur la survie d'un animal de compagnie si nous sommes envoyés en centre de quarantaine. Effectivement, les autorités ne s'occupent pas des animaux de compagnie dans ce genre de cas. Par contre, nous avons maintenant une certaine expérience du sujet. Des mécanismes d'entraide se sont mis en place et vous pouvez consulter notre point de situation
pour avoir un certain nombre de contacts d'associations et d'organismes qui peuvent vous aider dans ce cas-là. Vous pouvez aussi contacter les chefs d'îlots qui ont développé une certaine expérience du sujet. Autre question, est-il obligatoire de donner les clés de son appartement au gestionnaire de bâtiment, au comité de quartier en cas de départ en quarantaine? Alors, c'est une question un peu difficile. D'abord parce que nous n'avons pas de retour de Français qui auraient été confrontés à ce problème pour le moment. La base légale n'est pas... je ne serais pas en mesure de commenter la question de la base légale sur laquelle ça se pose. C'est très commenté sur les réseaux sociaux. Je crois que le mieux est quand même d'essayer de discuter avec le comité de quartier pour trouver une solution qui évite d'avoir une mauvaise surprise au retour et que tout ça se passe de manière, de manière aussi positive que possible, sans mauvaise surprise. Et évidemment, de nous contacter pour que aussi nous fassions passer le message. Ensuite, après la question des cas positifs, il y a toujours les difficultés de la vie quotidienne liées au confinement, qui sont marquées à la fois par une certaine amélioration pour beaucoup d'aspects du quotidien et en même temps les effets du prolongement de la crise qui évidemment rendent tout difficile pour la communauté. Sur le ravitaillement, on constate une nette amélioration de manière générale. Nous continuons à gérer les urgences, nous continuons d'en avoir plusieurs interventions par jour. Mais de plus en plus, c'est pour des produits spécifiques, notamment pour les enfants. Et donc, ça fonctionne bien pour les urgences. Sur les problèmes d'accès aux soins, il y a eu beaucoup de communication des autorités sur le fait que les hôpitaux rouvraient. Ça reste quand même quelque chose de complexe. C'est un sujet de grande vigilance. Nous tenons prêts à intervenir à tout moment. Et évidemment, sur ces sujets-là, n'hésitez pas 24 heures sur 24 à nous contacter. Il ne faut surtout pas perdre de temps parce qu'il y a toujours le risque de délai dans la prise en charge sur les soins. Troisième point, la détresse psychologique. Donc ça, qui évidemment, plus ça dure, plus on voit des cas assez logiquement. Mais je crois que c'est bien pris en charge grâce à la cellule de thérapeutes qui a été mise en place par les associations et aussi maintenant à la cellule qui a été mise en place par le ministère des Affaires étrangères à Paris. Et donc, vous avez plusieurs canaux auxquels vous pouvez vous adresser. Et enfin, on voit aussi les questions de détresse financière, mais qui sont plus là gérées dans la durée, puisqu'ils apparaissent au fur et à mesure dans la durée. C'est un travail mené notamment par les associations. Et de manière générale, je voudrais souligner le rôle clé que jouent les associations pour assurer une solidarité au sein de la communauté. C'est extrêmement important, en lien d'ailleurs avec la Chambre de commerce, en lien très étroit avec la Chambre de commerce. Troisième point, la connectivité aérienne. Je ne reviens pas sur la connectivité elle-même, puisque l'ambassadeur a déjà présenté. Je veux simplement rappeler le point sur la procédure d'accès à l'aéroport. Donc, il faut que vous contactiez en amont le comité de quartier pour obtenir une autorisation de sortie. Il faut absolument faire le test PCR en amont, s'assurer d'un moyen de transport et arriver très en avance. Et nous intervenons si vous avez un problème à un moment du processus. L'aspect positif, c'est que ça s'est beaucoup amélioré au cours des dernières semaines et que maintenant, c'est quand même un processus de plus en plus, je dirais, routinier. Et même le principal point de blocage que nous avions encore il y a une dizaine de jours, qui sont les cas où des résidents qui vivent dans des résidences où il y a des cas positifs, nous n'avons pas eu de problème depuis que nous avons réglé les cas de quelques familles qui sont parties il y a une dizaine de jours maintenant. Donc on avance et grâce aux interventions qui sont faites à tout niveau et notamment à Pékin mais aussi à Shanghai, on a réussi à débloquer ces cas et je crois que voilà, c'est quand même une amélioration très nette sur ce plan. Pas dernier point, mais le point peut-être le plus important aujourd'hui, ce sont les problèmes administratifs qui constituent vraiment le plus gros blocage auquel nous faisons face. C'est un blocage en particulier pour les familles qui veulent quitter la Chine dans les semaines qui viennent, avec deux types de situations. D'abord, des familles ou des ressortissants qui ont des problèmes liés à la fermeture des administrations chinoises. Typiquement, le cas où le passeport d'un Français se trouve au bureau entrée-sortie pour un renouvellement du titre de séjour, ou le cas d'autorisation de sortie pour les enfants nés en Chine. Le deuxième cas, c'est le cas des démarches à faire auprès du consulat pour des questions d'état civil, de passeport ou des visas pour des familles mixtes. Et là, nous avons une grosse difficulté
comme l'indiquait l'ambassadeur, c'est que les autorités locales continuent de refuser l'accès des usagers au bureau du consulat, même lorsque ces usagers ont obtenu une autorisation de sortie pour faire leur démarche administrative. Donc nous sommes intervenus à plusieurs reprises auprès des autorités, mais pour le moment, nous nous heurtons à une certaine rigidité, d'où les démarches politiques évoquées par l'ambassadeur. Ce qui nous empêche, ce problème nous empêche à ce stade d'apporter un grand nombre de services urgents à la communauté. Et donc c'est un problème qui est d'abord, voilà, la difficulté, elle est du côté de la décision des autorités chinoises. On essaye de débloquer le problème, mais dans le même temps, nous faisons de notre mieux pour répondre sans attendre ce déblocage au maximum de demandes d'urgence, quitte parfois à jongler un peu en recevant les usagers au pied de l'immeuble et puis en faisant des allers-retours entre le bureau et le rez-de-chaussée. Toutefois, nous ne pouvons agir en dehors du cadre légal, notamment s'agissant des obligations tenant aux empreintes biométriques. Et donc, ça nous amène en particulier à voir un blocage sur le renouvellement des passeports et des visas pour les plus de 12 ans. Beaucoup de situations sont complexes de manière plus générale du fait du confinement, mais nous recherchons systématiquement des solutions locales, par exemple le recours à des notaires hors de Shanghai pour la transcription d'actes d'état civil, ce qui ne va pas du tout de soi, c'est très compliqué, mais nous y arrivons désormais. Et aussi des solutions auprès des administrations parisiennes pour essayer de chercher, quand c'est possible légalement, évidemment, des procédures exceptionnelles. Et là aussi, petit à petit, on trouve des solutions. Sur les procédures à suivre, il y a beaucoup de différents problèmes. Donc, j'invite chacun à se référer à notre point de situation où les différents sujets sont listés. Je vais simplement signaler plusieurs points particuliers sur lesquels nous avons été interrogés. D'abord, les passeports qui sont retenus au bureau entrée-sortie pour renouvellement de titre de séjour. Sur ce point, nous avons accompli plusieurs démarches auprès des autorités pour le traitement des cas urgents. Nous constatons un déblocage partiel, mais cela reste difficile. Donc, certains ressortissants ont réussi à récupérer leur passeport, d'autres pas encore. Et parfois, la partie chinoise n'a pas la même vision de l'urgence que le ressortissant. Donc, ça reste une situation complexe, mais on arrive petit à petit à avancer. Ensuite, il y a la question des visas pour les conjoints et membres de la famille. Donc, pour les enfants de moins de 12 ans, nous pouvons traiter dès maintenant et nous le faisons. Sinon, merci de nous signaler pour que nous puissions, si vous avez des urgences, les traiter dès que ce sera possible, dès que nous aurons levé le blocage sur l'accès des usagers. Et pour cela, il faut avoir à l'esprit qu'il faut normalement 1 semaine pour la délivrance d'un visa court séjour et 2 semaines pour un long séjour. Ceci dit, nous avons déjà mis en place une procédure avec Paris pour traiter en urgence les demandes et réduire ainsi les délais. Et donc, sur par exemple des courts séjours, ça peut vraiment se traiter très rapidement s'il y a une nécessité. Aujourd'hui, nous avons quand même 90 demandes en attente. Donc avec une capacité de traitement théorique de 10 visas par jour, vu toutes les difficultés que nous rencontrons dans l'accès. Donc même quand ça se débloquera, il faudra sans doute que nous traitions les demandes par ordre d'urgence. Mais évidemment, c'est donc d'autant plus important que vous signaliez dès maintenant pour qu'on puisse vous prendre en compte. Il y a une question qui a été posée. En cas de besoin de départ urgent, est-il possible de délivrer des visas à nos conjoints chinois, même sans document officiel, des visas famille à nos conjoints chinois, même sans document officiel de mariage? Malheureusement, le dossier complet est indispensable. La réglementation Schengen s'impose à nous. Il y a des questions sur la possibilité d'un visa de rassemblement familial. C'est tout à fait possible, mais avec les mêmes problèmes que pour les autres visas, c'est-à-dire que ça sera possible quand nous aurons résolu les problèmes d'accès au consulat. Il y a des questions sur les passeports qui vont bientôt être périmés, donc des ressortissants dont les passeports arrivent à échéance en juin. Alors, dans ce cas-là, signalez-vous au consulat et dès que nous serons en mesure de recevoir du public, nous vous inviterons à renouveler votre passeport et votre dossier sera traité en priorité comme dossier urgent. Il faut avoir à l'esprit qu'il faut ensuite un délai de 4 semaines en temps normal après la saisie. Et les documents de voyage d'urgence qui existent sont uniquement pour des urgences absolues, je dirais.
Un autre cas de figure sur lequel nous sommes interrogés, les conditions de renouvellement des passeports chinois pour les conjoints de ressortissants français. C'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de préoccupations de la communauté suite à des politiques restrictives mises en œuvre par les autorités chinoises. Nous sommes vigilants sur ce point, mais nous n'avons pas eu de retour de blocage concernant des conjoints ou des enfants français à ce stade. Bien sûr, il est préférable de justifier d'une visite familiale ou d'un déménagement en France quand vous faites cette demande de passeport auprès des autorités chinoises. Et s'il y a blocage, n'hésitez pas à nous contacter pour que nous intervenions. S'agissant des visas chinois expirés pendant le confinement, comme nous l'avions dit, il y a une tolérance des autorités, mais qui se fait au cas par cas. Les personnes qui sont parties, qui ont pris un vol récemment et en étant dans cette situation, ont pu partir. Mais ce que nous vous conseillons, c'est d'arriver encore plus tôt que les autres à l'aéroport, parce que les contrôles des retours d'expérience que nous avons eus, les contrôles peuvent prendre encore plus de temps dans ce cas. Voilà, je finis, dernier point sur les problèmes d'éducation. Donc évidemment, nous sommes en lien très étroit avec le lycée français et les autres écoles, et en particulier tout à la fois avec le conseil d'administration et avec Madame la proviseure. La situation est difficile pour tous les membres de la communauté scolaire. Nous savons très bien que les cours en ligne, surtout quand ils s'inscrivent dans la durée, ne sont pas une panacée, et qu'il y a les incertitudes sur l'avenir. Sur le calendrier de rouverture, qui était une des questions posées, nous avons, avec le conseil d'administration et la direction du lycée, et évidemment aussi avec l'AEFE, fixé un point de rendez-vous mi-mai pour évaluer la possibilité ou non de réouverture du lycée avant l'été. Donc, ça sera possible, voilà, dans la deuxième quinzaine de mai, d'avoir plus de visibilité sur le calendrier. Je souligne qu'il y aura le 28 mai une visioconférence organisée par le lycée, par le LFS, qui apportera des réponses sur les nombreuses questions qui sont posées par la communauté, notamment les conditions de la rentrée de septembre et les frais de scolarité. Donc c'est le 28 mai. C'est une période qui est difficile pour le lycée français, naturellement, avec beaucoup de défis, mais je crois qu'il ne faut pas... il ne faut pas paniquer, il n'y a pas d'inquiétude à ce stade sur la rentrée de septembre, et c'est un lycée qui est solide et qui est capable de faire face aux défis, et qui en outre bénéficie du soutien des autorités françaises, avec, comme l'a signalé l'ambassadeur, la signature lundi dernier de la convention AFE lycée français de Shanghai, qui implique un engagement en soutien au lycée de l'État pour 5 ans supplémentaires. Si vous me permettez, en conclusion, une petite conclusion personnelle, un peu plus personnelle, je voudrais remercier nos équipes, d'abord remercier nos équipes du consulat qui travaillent depuis 2 mois, 7 jours par semaine, jour et nuit, qui se démènent au maximum pour trouver des solutions dans un contexte très difficile aux problèmes des usagers. Même, heureusement ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive parfois que certains, à minuit passé, les contacts avec des propos assez désagréables, mais ils continuent contre vents et marées à rechercher des solutions. Je voudrais aussi remercier les chefs et les chefs adjoints d'îlots qui ne comptent pas leurs heures au service de la communauté, de manière, je voudrais insister, totalement bénévole et en complément de leurs activités professionnelles. Je trouve que c'est un très bel exemple d'engagement citoyen de femmes et d'hommes venus d'horizons différents, très représentatif d'ailleurs de la communauté française de Shanghai dans toute sa diversité, et que les voir en action donne foi finalement à l'avenir de notre communauté malgré toutes les difficultés du moment. Voilà, je voudrais pour finir dire que je suis fier de faire équipe avec eux et avec nos partenaires comme la CCIFC, les CCE, les associations et les élus. Et puis un dernier petit message, n'oubliez pas pour ceux qui ne le sont pas encore de vous inscrire au consulat et suivez nos points de situation. Merci. Peut-être juste pour rebondir sur ce que vient de dire Benoît, j'étais très impressionné par les échanges qu'on a eus avec nos chefs d'îlots de Shanghai la semaine dernière. C'était vraiment très, très impressionnant d'engagement et de motivation. Et enfin, pour confirmer aussi, Romain vient de me faire passer l'information, donc la réunion CDC de Pékin n'a finalement apporté aucune restriction supplémentaire, donc tout va bien.
Très bien, merci beaucoup. Je crois qu'on va pouvoir passer aux questions qui ont été posées pendant le webinaire avec notre directrice générale, Caroline. Merci. Beaucoup de questions sur les classes à examen. Monsieur l'ambassadeur, nous avons donc de nombreuses questions sur ces classes, première et troisième. Les parents sont extrêmement préoccupés et inquiets et souhaitent que le contrôle continu puisse aussi être appliqué pour le bac de français et le brevet. Pour la classe de première, il s'agit aussi du bac. D'insécurité que connaît actuellement la ville de Shanghai. Les parents sont inquiets si les élèves devaient retourner en présentiel, passer ces examens. À nouveau, c'est des sujets qu'on continue à relayer, les préoccupations de la communauté. En même temps, pour faire la part des choses, il y avait vraiment un sujet très grave sur le bac et sur l'avenir des enfants, et donc on l'a réglé. La question de l'insécurité pour regagner les centres d'examen, vu la lenteur du déconfinement, je pense que le jour où les conditions seront réunies, je pense que la question de la sécurité sanitaire sera totale pour se rendre à l'examen. Et à nouveau, sur la troisième, honnêtement, je ne suis pas sûr que ce soit même... Enfin, je le porte parce que c'est une demande de la communauté, mais en tant que parent, j'ai un doute sur l'idée. Parce que le brevet, aujourd'hui, ne représente plus rien sur le marché du travail. Sa seule valeur, c'est de permettre aux élèves d'être confrontés pour la première fois à une expérience d'examen et de, quelque part, se préparer à ce qui va suivre. Et donc, les priver... par le passage au contrôle continu de cette expérience, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Mais à nouveau, moi, je suis un peu aussi, avec notre consul général, nous sommes au service de la communauté. Donc, on a pris de bonnes notes. Je vais relayer, après cette réunion, auprès de la DGESCO, ces préoccupations. Je comprends plus sur le bac de français. Je comprends un peu moins sur le brevet, personnellement. Très bien. D'autres questions, Caroline? Non, toujours sur le brevet, mais le brevet et le bac de français, de savoir ou échanger avec le cabinet du Premier ministre, du ministre de l'Éducation nationale. Mais sinon, pas d'autres questions. Vous avez répondu à toutes les questions. Très bien. Parfait. Et merci, Caroline. Avant de conclure, je vais répondre rapidement aux questions qui concernent la Chambre de commerce. Vous y faisiez allusion tout à l'heure, monsieur l'ambassadeur. Donc, on nous a demandé effectivement s'il restait des places sur les 2 charters. Vous savez que nous organisons des charters entre la France et la Chine, un le 3 août, un le 10 août. La réponse est oui, il reste quelques places, mais il faut se dépêcher. Donc, contactez la Chambre de commerce. Peut-être, Caroline, tu peux mettre ton contact sur la messagerie du webinaire. Donc, contactez Caroline directement si vous avez des velléités pour prendre des places sur ces 2 vols charter. Il en reste quelques-unes, mais encore une fois, pas beaucoup. Vous avez posé des questions aussi sur les conditions de la quarantaine de ces 2 charters. Donc, ces 2 vols vont atterrir à Tianjin et vous nous avez demandé dans quelles conditions. Donc, sachez-le, la CCI, les équipes de Caroline ont déjà fait des repérages à Tianjin. Et en ce moment même, l'ambassade est en discussion avec la municipalité de Tianjin pour arranger les meilleures conditions possibles à l'arrivée de ces 2 vols. Donc, on n'a pas encore tous les détails, mais en tout cas, sachez-le, l'ambassade et la Chambre de commerce, nous travaillons pour les meilleures conditions possibles d'arrivée de ces vols et donc de quarantaine pour les passagers. Vous nous avez demandé s'il y aurait des charters en octobre et en novembre. Le recensement va commencer, donc on va recenser les besoins et si les besoins sont identifiés, effectivement, nous organiserons des charters supplémentaires. Voilà pour donc ces dernières questions qui concernaient la Chambre de commerce. Un grand merci à vous, monsieur l'ambassadeur, et à vous, monsieur le consul général à Shanghai, pour avoir passé ce temps. Merci pour vos interventions qui étaient complètes, détaillées. Vous avez vraiment pris le temps de répondre à toutes les questions. Et je le disais, vous tenez à ce que ce rendez-vous se fasse de manière régulière, de manière très serrée. Donc très prochainement, nous informerons la communauté du prochain point d'information, soit de l'ambassadeur, soit de la Team France, soit les 2.
Et donc, restez bien en contact avec nous, puisque les informations viendront très vite sur les prochains points d'information. Donc, à vous tous, un grand merci de nous avoir rejoints. Courage et amitié encore à tous ceux qui sont confinés. Et à très, très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la Team France. Passez tous une excellente soirée. À bientôt. Merci, bonne soirée. Merci. Bonne soirée.